Dans un monde où chacun cherche à être aimé, rares sont ceux qui osent être respectés. Avoir une mentalité inébranlable, c'est refuser de se plier aux attentes des autres. C'est inspirer la crainte non par la violence, mais par la puissance tranquille de sa présence. Le respect ne se quémande pas, il se mérite par la constance, la clarté et la maîtrise de soi. Et parfois, cette force intérieure dérange, elle effraie, parce qu'elle révèle ce que beaucoup n'osent pas affronter en eux-mêmes. Aujourd'hui, nous allons explorer comment forger cette mentalité forte, solide comme le marbre, capable de résister à l'injustice, aux critiques et aux tempêtes de la vie. Une mentalité stoïque, bâtie sur le silence, l'action et la sagesse. Tu découvriras que le respect véritable ne dépend pas des autres, mais de la façon dont tu te comportes face à toi-même. Et tu comprendras pourquoi ceux qui brillent de l'intérieur finissent souvent par faire trembler les autres. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Un esprit fort, centré sur sa puissance intérieure, inspire le respect et même l'inconfort. Imagine une personne qui reste calme au milieu du chaos. Elle ne crie pas, ne s'énerve pas, ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Pourtant, sa simple présence impose le respect. Pourquoi ? Parce qu'elle a quelque chose que peu possède, la maîtrise de son monde intérieur. Le stoïcisme nous enseigne que notre vraie force ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la façon dont nous choisissons d'y répondre. Quand tout s'effondre autour de toi, c'est ton esprit qui décide si tu t'effondres avec ou si tu restes debout. Les autres peuvent te critiquer, te provoquer, essayer de te déstabiliser. Mais si tu ne donnes pas de prise, leurs mots perdent tout pouvoir. La clé, c'est de ne pas dépendre de leur approbation. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es fort pour l'être. Certains seront mal à l'aise face à cette force. Pourquoi ? Parce qu'un esprit solide, qui ne réagit pas aux drames inutiles, est un miroir. Il renvoie aux gens leurs propres faiblesses. Quand tu refuses de jouer leur jeu, cela peut les déstabiliser. Mais ce n'est pas ton problème. Ton seul devoir est de garder le contrôle de tes pensées et de tes actions. La fermeté n'a rien à voir avec l'agressivité. Tu peux être calme et pourtant inflexible sur ce qui compte. Si quelqu'un essaie de te pousser à réagir, réponds avec clarté, sans colère ni peur. Montre que ton opinion ne change pas au gré des émotions des autres. C'est ça, la vraie puissance. Ne pas être emporté par le vent des influences extérieures. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais toujours comment nous y répondons. Un esprit fort ne signifie pas être insensible. C'est simplement refuser de laisser les événements ou les personnes dicter ton état intérieur. Tu choisis tes réactions au lieu de les subir. Et ça, c'est une forme de liberté rare. Pense à un rocher en pleine tempête. Les vagues s'écrasent contre lui, mais il ne bouge pas. Il n'essaie pas de contrôler la mer, il reste ancré. Ton esprit doit être comme ce rocher. Les critiques, les provocations, les drames des autres sont comme ces vagues. Si tu restes stable, tu deviens inébranlable. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout encaisser sans rien dire. Parfois, la fermeté exige de poser des limites. Mais tu le fais avec sang-froid, pas sous le coup de la colère. Une réponse mesurée a bien plus de poids qu'une réaction impulsive. Les mots prononcés dans le calme résonnent plus fort que les cris. Entraîne-toi chaque jour. Quand une situation te stresse, respire avant de réagir. Demande-toi, est-ce que cela mérite mon énergie ? Petit à petit, tu construiras cette force intérieure qui impressionne sans effort. Les autres verront que tu ne dépends pas d'eux pour être en paix. Et ça, c'est une leçon de pouvoir silencieux. Au final, inspirer le respect ne vient pas de la peur que tu imposes, mais de la maîtrise que tu as de toi-même. Un esprit centré, qui ne se laisse pas perturber par le chaos extérieur, devient naturellement respecté. Et si certains sont mal à l'aise, c'est peut-être parce qu'ils voient en toi ce qu'ils n'ont pas encore appris à être. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de passivité, mais de force tranquille. C'est choisir chaque jour de cultiver son jardin intérieur, peu importe le temps qu'il fait dehors. Alors, la prochaine fois que le monde semble vouloir te faire perdre pied, rappelle-toi,
Ton pouvoir est dans ton calme, pas dans le bruit. Leçon 2. Tu ne contrôles que tes pensées, tes décisions et tes actions. Combien de temps perds-tu à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi? Le bouchon sur la route, le collègue qui râle, la pluie qui gâche tes plans. Nous gaspillons une énergie folle à lutter contre des choses qui échappent à notre pouvoir. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple mais puissante. Le seul vrai contrôle que tu as, c'est sur toi-même. Prends une seconde pour y réfléchir. Est-ce que tu peux forcer quelqu'un à t'apprécier? À penser comme toi? Bien sûr que non. Alors pourquoi s'épuiser dans ce combat perdu d'avance? Ce n'est pas de la résignation, mais de la lucidité. Quand tu acceptes que certaines choses ne dépendent pas de toi, tu libères une énergie précieuse pour ce qui compte vraiment. Imagine ton esprit comme une forteresse. À l'intérieur, c'est ton domaine. Tes choix, tes jugements, tes actions. Tout le reste, les événements extérieurs, les réactions des autres, se passent dehors. Tu peux observer, mais inutile de laisser entrer ce qui te perturbe. La force vient de cette frontière claire entre ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas. Quand tu te surprends à stresser pour quelque chose d'incontrôlable, pose-toi cette question. Est-ce que ça dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise. Ce n'est pas facile au début, car nous sommes conditionnés à vouloir tout maîtriser. Mais chaque fois que tu y parviens, tu gagnes en sérénité. Les stoïciens comparaient la vie à un jeu de dés. Tu peux lancer les dés avec habileté, mais une fois qu'ils roulent, le résultat ne t'appartient plus. Ton pouvoir s'arrête là. De la même façon, tu peux agir au mieux dans chaque situation, mais le résultat final n'est pas entre tes mains. L'accepter, c'est se libérer d'un poids énorme. Cette prise de conscience change tout. Au lieu de t'épuiser à changer ce que tu ne peux pas changer, tu concentres tes efforts là où tu as réellement de l'influence. Tes pensées, tes attitudes, tes réactions. C'est là que réside ta vraie liberté. Le reste, ce ne sont que des circonstances extérieures. Bien sûr, cela ne signifie pas devenir indifférent. Tu peux avoir des préférences, espérer qu'il fasse beau, souhaiter que les autres soient gentils. Mais quand les choses tournent différemment, tu n'en fais pas un drame. Tu adaptes ton attitude plutôt que de vouloir adapter le monde à tes désirs. Entraîne-toi à faire la différence, chaque jour. Dans les petites choses d'abord, un retard de train, une remarque désobligeante. Observe ta tendance à réagir, puis rappelle-toi, ceci ne dépend pas de moi. Où puis-je diriger mon énergie à la place? Petit à petit, cela deviendra naturel. Le paradoxe, c'est qu'en renonçant à l'illusion de tout contrôler, tu deviens paradoxalement plus fort. Plus léger aussi. Tu cesses d'être le jouet des circonstances pour devenir maître de tes réponses. Et ça, personne ne peut te le prendre. Le stoïcisme ne t'apprend pas à subir la vie, mais à la vivre avec intelligence. En distinguant clairement ce qui mérite ton attention de ce qui ne le mérite pas, tu te donnes le pouvoir de naviguer à travers les tempêtes sans te noyer dans des vagues qui, de toute façon, ne t'appartiennent pas. Leçon 3. La véritable force mentale ne s'obtient pas en accumulant, mais en lâchant prise. As-tu déjà remarqué comme nous courons après le contrôle? Nous voulons maîtriser nos émotions, anticiper chaque problème, influencer les réactions des autres. Et paradoxalement, plus nous essayons de tout contrôler, plus nous nous sentons épuisés et fragiles. Le stoïcisme nous propose une voie différente. La force vient non pas de ce que nous saisissons, mais de ce que nous savons lâcher. Pense à un cours d'eau. Si tu t'accroches désespérément à un rocher au milieu du courant, tu dépenseras toute ton énergie à résister. Mais si tu lâches prise, le courant te portera naturellement. Cela ne signifie pas abandonner toute direction. Tu peux toujours nager, mais cesser de lutter contre ce qui est plus fort que toi. Ta vie fonctionne de la même manière. Notre société nous conditionne à croire que le contrôle est synonyme de puissance. Mais regarde les personnes vraiment fortes mentalement. Elles ne s'agitent pas pour modifier ce qui ne dépend pas d'elles. Elles conservent leur énergie pour ce qui compte vraiment. Leurs choix, leurs valeurs, leurs actions. Cette forme de détachement actif les rend à la fois stables et imprévisibles, car on ne peut les atteindre par les moyens habituels. Fais ce petit exercice. Aujourd'hui,
Identifie 3 situations où tu as essayé de contrôler l'incontrôlable. Peut-être as-tu ruminé une conversation passée, tenté de deviner ce que les autres pensent de toi, ou stressé pour un événement futur. Maintenant, imagine ce qui se passerait si tu acceptais simplement que ces choses échappent à ton pouvoir. Quel soulagement, non? Le piège, c'est de confondre lâcher prise avec indifférence. Il ne s'agit pas de ne plus rien ressentir, mais de cesser de gaspiller tes forces là où elles n'ont aucun effet. Un stoïcien ne dit pas « peu importe ce qui arrive », mais « je ferai de mon mieux avec ce qui dépend de moi et j'accepterai le reste ». Cette attitude te rend bien plus redoutable que toutes les tentatives de manipulation. Observe comment les enfants vivent naturellement cette philosophie. Ils pleurent quand ils sont tristes, rient quand ils sont joyeux, puis passent à autre chose. Ils ne s'encombrent pas de ce qu'ils ne peuvent changer. En grandissant, nous perdons cette sagesse instinctive. Nous compliquons tout en voulant tout maîtriser. Et si la véritable maturité consistait à retrouver cette simplicité? La prochaine fois que tu te sens submergé, demande-toi « Quel est le minimum nécessaire que je peux faire dans cette situation ?» Souvent, tu découvriras que 90% de ton stress vient de tentatives inutiles de tout contrôler. En te concentrant sur les 10% qui dépendent vraiment de toi, tu deviens à la fois plus efficace et plus paisible. Ce renoncement au contrôle illusoire a un effet secondaire puissant. Il te rend libre. Libre de l'opinion des autres, libre des circonstances extérieures, libre des attentes sociales. Quand tu cesses de vouloir tout diriger, tu deviens imperméable aux manipulations. Les gens ne savent plus comment t'atteindre, car tu ne joues plus selon leurs règles. Le stoïcisme ne nous enseigne pas la passivité, mais l'art du discernement. Comme un archer sage qui sait que son pouvoir s'arrête au moment où la flèche quitte son arc, nous devons apprendre à faire la différence entre ce que nous pouvons influencer et ce que nous devons accepter. C'est dans cet équilibre que réside la véritable maîtrise de soi. Commence aujourd'hui même. Chaque fois que tu sens monter cette envie de tout contrôler, respire profondément et rappelle-toi. Ta force ne vient pas de ta capacité à tout saisir, mais de ton courage à lâcher ce qui ne t'appartient pas. C'est ainsi que tu deviendrais vraiment imperturbable. Leçon 4. L'indépendance émotionnelle est essentielle. Combien de fois as-tu modifié ton comportement par peur du jugement? Combien d'énergie as-tu gaspillé à chercher l'approbation des autres? Nous sommes conditionnés depuis l'enfance à croire que notre valeur dépend du regard extérieur. Mais le stoïcisme nous révèle une vérité libératrice. Tu n'as besoin de la permission de personne pour exister pleinement. Imagine-toi comme une forteresse. Les critiques, les compliments, les opinions des autres sont comme des projectiles lancés contre tes murs. Ils peuvent frapper la surface, mais ils ne pénètrent pas à l'intérieur, sauf si tu ouvres les portes. Ça ne m'affecte pas n'est pas une affirmation de fierté, mais un rappel de réalité. Ce que les autres pensent de toi les concerne, pas toi. Nous confondons souvent affection et dépendance. Aimer les autres est humain. Avoir besoin de leur validation pour te sentir entier est un piège. Quand tu te surprends à attendre désespérément un signe d'approbation, arrête-toi. Demande-toi, si personne ne me félicitait jamais, est-ce que je cesserais de faire ce qui est juste? La réponse te montrera à quel point tu es encore prisonnier. Les peurs sociales sont comme des ombres. Elles paraissent monstrueuses jusqu'à ce que tu allumes la lumière. La prochaine fois que tu redouteras un rejet, visualise le pire scénario. On te critique, on te rejette, et alors, ton estime de toi survit-elle vraiment à l'examen? Tu découvriras que la plupart de nos angoisses sont des fantômes sans substance. Pratique l'art de la neutralité bienveillante. Quand on te complimente, apprécie sans en devenir dépendant. Quand on te critique, écoute sans réagir émotionnellement. Ton équilibre intérieur ne devrait pas osciller au gré des opinions extérieures. Comme un arbre solide, tu peux laisser le vent faire bruire tes feuilles sans qu'il menace tes racines. Certains te qualifieront de froid ou d'insensible quand tu développeras cette indépendance. En réalité, c'est tout le contraire. Ce n'est qu'en étant libéré du besoin de plaire que tu peux aimer véritablement. Non par peur de la solitude, mais par choix authentique. Les relations deviennent alors un supplément, non une nécessité vitale.
Le stoïcisme ne prône pas l'isolement émotionnel, mais la souveraineté émotionnelle. La différence est cruciale. Tu peux ressentir profondément sans être contrôlé par tes sentiments. Un stoïcien pleure, rit, aime, mais jamais contre sa volonté, jamais par besoin maladif. Ses émotions sont des compagnes, non des maîtresses. Entraîne-toi quotidiennement. Chaque interaction sociale est une occasion de pratiquer. Remarque quand tu modifies ton comportement pour plaire. Identifie la peur sous-jacente, rejet, jugement, exclusion. Rappelle-toi, ma valeur est intrinsèque, non négociable. Avec le temps, cette pratique deviendra ta seconde nature. Le paradoxe ultime, plus tu cesses de courir après l'approbation, plus tu deviens authentiquement attirant. Les gens sont irrésistiblement drones vers ceux qui n'ont pas besoin d'eux. Non par jeu manipulateur, mais parce que la vraie liberté intérieure est magnétique. Ta mission aujourd'hui, passe une journée entière comme si l'opinion des autres sur toi n'avait strictement aucune importance. Pas par provocation, mais par indifférence sereine. Tu découvriras un espace de liberté que peu connaissent, l'espace où réside ta véritable nature, invulnérable au jugement passager du monde. Leçon 5. Visualisation et la pratique quotidienne. Ton esprit est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il devient fort et réactif. La bonne nouvelle, il ne faut que 21 jours pour commencer à recabler ton cerveau. Le stoïcisme ne se limite pas à de belles théories. C'est une discipline quotidienne. Et la visualisation est ton arme secrète pour développer une force mentale inébranlable. Imagine un pompier en formation. Il ne se contente pas de lire des manuels, il s'entraîne dans des situations simulées. Quand l'incendie réel se déclare, son corps et son esprit savent déjà comment réagir. C'est exactement ce que tu dois faire avec tes émotions. Visualise-toi dans des situations stressantes en gardant un calme stoïque. Ton cerveau ne fera pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Commence chaque matin par cet exercice simple. Ferme les yeux et imagine le scénario qui te stresse habituellement. Un conflit au travail, une critique injuste, un imprévu frustrant. Vois-toi y faire face avec sérénité, comme si tu observais la scène de l'extérieur. Ressens cette paix intérieure qui persiste malgré le chaos extérieur. En répétant cette pratique, tu programmes ton cerveau à reproduire cette attitude quand la situation se présentera vraiment. Le soir, fais ton examen stoïcien. Revis mentalement ta journée, où as-tu perdu ton calme? Comment aurais-tu pu mieux réagir? Mais attention, sans jugement, simplement comme un scientifique analysant des données. Cette routine transforme tes échecs en tremplin. En 21 jours, tu constateras que tes réactions automatiques commencent à changer sans effort conscient. Le secret réside dans la plasticité cérébrale. Chaque fois que tu visualises une réponse calme ou que tu pratiques la maîtrise de soi dans une situation réelle, tu renforces des connexions neuronales spécifiques. À l'inverse, chaque crise de colère ou de panique que tu laisses passer affaiblit ces circuits. Tu es littéralement en train de sculpter ton cerveau jour après jour. Certains jours, tu rechuteras. C'est normal. Le chemin vers la maîtrise de soi n'est pas linéaire. L'important n'est pas d'être parfait, mais de persévérer. Quand tu perds ton calme, note ce qui a déclenché ta réaction, puis visualise-toi gérant mieux la situation. Transforme chaque échec en nouvelle occasion d'entraînement. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements, mais nous pouvons contrôler notre préparation. En t'entraînant quotidiennement, tu développes une réserve de calme qui deviendra ton réflexe naturel. Les crises qui t'auraient autrefois déstabilisé deviendront des occasions de montrer ta force intérieure. Crée des défis quotidiens pour toi-même. Retarde délibérément ta réaction face à une provocation mineure. Respire profondément avant de répondre à un message énervant. Ces petits exercices sont comme des pompes pour ton esprit. Ils paraissent insignifiants sur le moment, mais leurs effets s'accumulent avec le temps. Au bout de 21 jours, fais le bilan. Compare tes réactions avec celles d'avant l'entraînement. Tu seras surpris de voir à quel point ton seuil de tolérance au stress a augmenté. Ce n'est pas magique.
C'est le résultat concret d'un entraînement discipliné. La visualisation et la pratique quotidienne t'auront transformé en une version plus forte de toi-même. Rappelle-toi, les philosophes stoïciens les plus respectés, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, ne sont pas nés avec cette force d'esprit. Ils l'ont cultivée jour après jour, exactement comme tu es en train de le faire maintenant. Ton esprit est ton jardin. À toi de choisir si tu veux y laisser pousser des mauvaises herbes ou y cultiver les fruits de la sagesse. Leçon 6. Utilise la technique du mur mental. Visualise une immense muraille de pierre lisse, si haute que personne ne peut l'escalader, si solide que rien ne peut la fissurer. C'est l'image parfaite de l'esprit stoïque. Les critiques, les insultes, les manipulations viennent s'écraser contre cette surface sans laisser de traces. Voilà le pouvoir du mur mental, une technique simple mais redoutablement efficace pour développer une immunité psychologique. Comment construire ce bouclier invisible? D'abord, comprends son principe fondamental. Ce n'est pas ce qu'on te dit qui te blesse, mais ce que tu décides d'en faire. Quand quelqu'un lance une remarque blessante, c'est comme une balle en mousse. Elle n'a de pouvoir que si tu l'attrapes et la gardes dans tes mains. Laisse-la simplement tomber à terre sans même la regarder. Entraîne-toi dès aujourd'hui avec ce petit exercice. La prochaine fois que tu recevras une critique, même mineure, imagine-la littéralement rebondir sur ton mur mental. Sens cette protection infaillible qui te sépare des mots toxiques. Plus tu pratiqueras, plus cette image deviendra naturelle, jusqu'à ce que ton subconscient l'active automatiquement. Les tentatives de manipulation deviennent alors des occasions de t'entraîner. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, observe la scène comme un scientifique observerait une expérience. Intéressant, cette personne utilise telle technique pour me faire réagir. Cette distance cognitive transforme les attaques en simples données à analyser, non en blessures à subir. Le stoïcisme nous enseigne une vérité cruciale. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais nous contrôlons entièrement ce que nous laissons pénétrer dans notre espace mental. Ton mur n'est pas une barrière contre le monde, c'est un filtre qui ne laisse passer que ce qui mérite ton attention. Les jugements des autres, simple bruit de fond. Certains croient à tort que cette attitude mène à l'isolement. C'est tout le contraire. Quand tu deviens imperméable aux attaques, tu peux engager des relations plus authentiques, sans crainte ni défensive excessive. Tu n'es plus prisonnier du regard d'autrui, donc tes interactions deviennent plus libres, plus vraies. Renforce ton mur chaque jour par ces pratiques simples. 1. Commence ta journée en visualisant clairement ta forteresse mentale. 2. Termine-la en notant 3 situations où tu as bien utilisé cette technique. 3. Transforme chaque critique en entraînement gratuit pour ta résilience. Au fil du temps, tu développeras ce que les anciens stoïciens appelaient l'apathéia, non pas l'absence d'émotion, mais la liberté face aux perturbations inutiles. Les tempêtes émotionnelles des autres cesseront de déclencher les tiennes. Tu deviendras comme le roc autour duquel les vagues se brisent sans l'émouvoir. Le pouvoir ultime de cette technique, elle te rend littéralement imprévisible et donc invulnérable aux manipulateurs. Quand leurs flèches verbales ne trouvent plus de cible, ils perdent tout pouvoir sur toi. Tu n'as même pas besoin de contre-attaquer, ton calme inébranlable devient ta meilleure défense. Rappelle-toi, chaque fois que tu laisses une remarque te toucher, tu donnes à son auteur un pouvoir qu'il ne mérite pas. Avec ton mur mental, tu reprends ce pouvoir. Aujourd'hui, demain et pour toujours. La forteresse est à toi. Il ne tient qu'à toi d'en garder les portes. Imagine ton mur mental non pas comme une simple barrière, mais comme un château fort complet avec ses douves, ses remparts et son pont-levis. Chaque élément a sa fonction. Les douves représentent ta capacité à maintenir une distance émotionnelle saine, les remparts symbolisent ta résilience, et le pont-levis c'est ton choix conscient de laisser entrer ou non ce qui mérite ton attention. Plus tu visualises cette structure complexe, plus elle devient réelle dans ton esprit. Quand une critique arrive, voilà tomber dans les douves avant même d'atteindre les murs. Quand une manipulation se présente, imagine devoir activement baisser le pont-levis pour lui donner accès, ce que bien sûr tu ne feras pas. Cette métaphore riche donne à ton subconscient des images puissantes pour ancrer la technique.
Le secret pour rendre ce mur infranchissable réside dans la pratique quotidienne de ce que les stoïciens appelaient la distinction. Avant chaque interaction sociale, prends une microseconde pour te demander « Ce que je m'apprête à entendre relève-t-il de mon contrôle ou non ?» Ce simple filtre mental agit comme une première ligne de défense. Les paroles qui ne concernent pas tes choix, tes valeurs ou tes actions n'ont pas besoin de franchir ton mur. Elles peuvent exister dans l'univers sans exister dans ton esprit. Au début, cela demande un effort conscient, mais avec le temps, ce tri devient automatique. Tu développeras ce que les neuroscientifiques appellent un inhibiteur latent, ta capacité à ignorer naturellement ce qui ne te sert pas. Les attaques personnelles testent particulièrement l'efficacité de ton mur mental. Quand quelqu'un t'insulte ou te dénigre, vois ces mots comme des projectiles enflammés. Certains s'éteindront avant d'atteindre ta forteresse, d'autres s'écraseront contre les murs sans causer de dégâts. L'erreur commune est de ramasser ces projectiles éteints pour les examiner, c'est-à-dire ressasser les critiques après coup. Entraîne-toi à les laisser là où ils sont tombés. Une technique efficace consiste à imaginer que chaque mot négatif est écrit sur un morceau de papier qui brûle en l'air avant d'atteindre ta forteresse, se transformant en cendres inoffensives. Ton mur mental possède une caractéristique merveilleuse. Plus on t'attaque, plus il se renforce. Chaque tentative de te blesser devient inconsciemment un exercice de résistance. Imagine que chaque pierre verbale lancée contre ton mur s'y intègre magiquement, épaississant ta protection. Les manipulateurs finissent par construire ta forteresse à ton insu. Cette inversion du rapport de force est d'une ironie magnifique. Leurs attaques t'offrent en réalité des occasions de t'entraîner. Garde cette perspective quand tu fais face à des personnes toxiques. Elles deviennent malgré elles tes coachs en résilience involontaire. Certains jours, tu constateras des fissures dans ton mur. Le stress accumulé, la fatigue ou des émotions non traitées peuvent temporairement affaiblir tes défenses. Ne panique pas. C'est là qu'intervient la technique du maçon mental. Identifie les brèches par une auto-observation sans jugement, puis répare-les en revenant aux fondamentaux stoïciens. Méditation sur ce qui dépend de toi, journal de bord émotionnel ou simplement un temps de repos. Ces réparations régulières rendent ta forteresse plus solide à long terme qu'elle ne l'aurait été sans ces faiblesses passagères. Le mur mental atteint sa pleine puissance quand tu l'associes à ce que les psychologues appellent la position de méta-observation. Il s'agit de développer la capacité de te voir toi-même en interaction comme si tu étais un observateur neutre. Dans cette position, tu peux voir les attaques arriver sans Y identifier. Imagine-toi assis sur une tour d'observation au-dessus de ta forteresse. D'en haut, les mots blessants paraissent si petits, si insignifiants. Cette distance psychologique réduit instantanément l'impact émotionnel de ce qu'on pourrait te dire. Un aspect crucial souvent négligé. Ton mur doit être perméable aux informations, utiles tout en bloquant les attaques. La sagesse stoïque ne consiste pas à tout rejeter, mais à trier avec discernement. Imagine des fenêtres stratégiquement placées dans ta forteresse, munies de filtres sophistiqués. Une critique constructive peut ainsi être analysée objectivement après avoir été dépouillée de sa charge émotionnelle. Ce processus transforme ton mur de défense en outil de croissance. Tu ne rejettes pas aveuglément, tu sélectionnes avec sagesse. Les enfants maîtrisent instinctivement une version primitive du mur mental. Observe comme un enfant peut pleurer une minute, puis passer à autre chose comme si de rien n'était. Son mur est naturellement poreux. Les émotions traversent sans s'installer. En grandissant, nous construisons souvent des murs trop rigides, nous bloquons tout, ou trop fragiles, nous laissons tout passer. L'art stoïque consiste à bâtir une structure à la fois solide et flexible, comme ces matériaux modernes qui absorbent les chocs sans se briser. Quand tu auras pratiqué suffisamment longtemps, tu découvriras que ton mur mental fonctionne même pendant ton sommeil. Tu rêveras qu'on t'attaque verbalement, et dans ton rêve même, tu observeras ces attaques rebondir sur ta forteresse intérieure. C'est le signe que la technique est profondément ancrée dans ton subconscient. À ce stade, ta protection devient permanente, active même quand ta conscience vigilante est au repos. Le paradoxe ultime du mur mental, plus tu deviens habile à l'utiliser, moins tu en auras besoin.
Les manipulateurs et les critiques se lasseront de t'attaquer quand ils verront que rien n'atteint sa cible. Tu attireras naturellement des relations plus saines, basées sur le respect mutuel plutôt que sur des jeux de pouvoir. Ta forteresse invisible finira par modifier tout ton écosystème relationnel. Et c'est là la vraie victoire stoïque. Transformer son environnement non par la force, mais par l'imperturbabilité. Leçon 7. Agir selon tes valeurs. La véritable force intérieure ne se mesure pas aux applaudissements que tu reçois, mais à ta capacité à rester fidèle à tes principes même dans le silence complet. Imagine un arbre qui pousse seul dans une forêt. Il ne se demande pas si quelqu'un admire sa croissance, il suit simplement sa nature. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de l'alignement entre nos actions et nos convictions profondes. Chaque fois que tu es tenté de modifier ton comportement pour plaire ou éviter les conflits, pose-toi cette question. Est-ce que je trahis mes valeurs pour un peu de confort temporaire? Les compromis sur l'essentiel sont comme des fissures dans les fondations de ton caractère. Presque invisibles au début, mais qui finissent par menacer toute la structure. Au contraire, chaque fois que tu résistes à cette tentation, tu deviens un peu plus solide, un peu plus entier. L'intégrité a ceci de paradoxal qu'elle semble difficile au début, mais devient une source de liberté incomparable. Quand tu cesses de chercher l'approbation, tu découvres une énergie considérable qui était gaspillée dans des calculs inutiles. Tes décisions deviennent plus rapides, tes positions plus claires. Les autres peuvent ne pas être d'accord avec toi, mais ils ne pourront pas t'ignorer. Il y a une puissance tranquille dans celui qui agit par conviction et non par convenance. Pratique cet exercice simple. À la fin de chaque journée, note une occasion où tu as agi selon tes valeurs malgré la pression extérieure. Pas besoin de grands gestes. Parfois, c'est juste avoir dit non à quelque chose qui ne te correspondait pas. Ces petites victoires accumulées créent ce que les stoïciens appelaient une âme inébranlable. Avec le temps, tu constateras que le besoin de te justifier disparaît. Tes actes parlent pour toi. Les critiques et incompréhensions deviennent alors des tests intéressants. Quand on te juge pour tes choix, considère cela comme une opportunité de vérifier la solidité de tes convictions. Si elles résistent à l'épreuve du désaccord, c'est qu'elles sont vraiment tiennes. Sinon, c'est l'occasion de les réévaluer. Dans les deux cas, tu progresses. Le regard des autres cesse d'être une menace pour devenir un miroir utile. Un esprit vraiment confiant possède cette qualité rare. Il peut expliquer ses choix sans se sentir obligé de les défendre. Il y a une différence cruciale entre partager sa perspective et chercher à convaincre à tout prix. Quand tu es ancré dans tes valeurs, tu peux écouter les objections sans paniquer, car ton estime de soi ne dépend pas du consensus. Cette attitude inspire naturellement le respect, même chez ceux qui ne partagent pas tes opinions. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être rigide, mais d'être clair. Tes valeurs peuvent évoluer avec le temps et l'expérience. L'important est qu'à chaque instant, tu agisses en accord avec ce que tu crois juste, pas avec ce qui est facile ou populaire. Cette cohérence intérieure devient ta boussole dans les moments de doute et ton armure contre les pressions extérieures. Commence aujourd'hui par un petit acte d'intégrité délibéré. Refuse une invitation qui ne te convient pas vraiment. Exprime calmement une opinion qui pourrait être impopulaire. Remarque comme ces actions, bien que modestes, renforcent ton sentiment de dignité. Chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que l'approbation, tu construis une version de toi-même qui n'a plus peur du jugement. Au final, la plus grande récompense de vivre selon tes valeurs n'est pas le respect des autres, mais le respect de toi-même. Quand tu te regardes dans le miroir chaque soir, c'est ce visage-là que tu veux voir. Celui de quelqu'un qui n'a pas trahi ses principes pour des avantages éphémères. Et ça, personne ne peut te le prendre. La constance dans nos valeurs agit comme un phare dans la tempête. Elle ne change pas selon les vagues qui l'entourent, mais guide fermement ceux qui savent regarder. Quand tu décides une fois pour toutes que certains principes ne sont pas négociables, tu te libères de l'épuisement des décisions à répétition. Les choix deviennent évidents, presque automatiques, car le cadre est déjà établi. Cette cohérence interne épargne une énergie mentale considérable que la plupart gaspillent en tergiversations quotidiennes. Imagine le temps et l'attention récupérés quand on cesse de recalculer en permanence ce qui serait socialement avantageux.
Les valeurs authentiques ont cette particularité qu'elles se renforcent dans l'adversité au lieu de s'effriter. Comme un muscle qui se développe sous résistance, ton intégrité grandit précisément quand elle est testée. Chaque fois que tu résistes à la tentation de prendre un raccourci éthique, tu programmes ton cerveau à trouver cette voie plus naturelle à l'avenir. Les neurosciences montrent que ces choix répétés créent de véritables autoroutes neuronales de l'intégrité. Bientôt, agir contre tes principes te semblera aussi inconfortable que marcher pieds nus sur des cailloux pointus. L'une des illusions les plus persistantes est de croire que ceux qui transgressent leurs valeurs s'en sortent mieux. À court terme peut-être, mais à long terme, ils paient un prix invisible mais exorbitant, la perte progressive de leur estime personnelle. Chaque compromis moral est comme un retrait sur le compte bancaire de ton âme. À l'inverse, chaque action alignée avec tes convictions, même si elle semble coûteuse sur le moment, est un dépôt qui porte des intérêts composés en confiance en soi. Personne ne peut te voler ce trésor intérieur. Quand tu vis selon tes valeurs sans faillir, tu développes ce que les anciens stoïciens appelaient l'eudémonia, non pas le bonheur superficiel, mais cette satisfaction profonde qui vient du sentiment d'être pleinement soi. Même dans les difficultés, même sans reconnaissance extérieure, tu gardes cette paix intime de savoir que tu n'as pas trahi ce que tu es. Cette satisfaction silencieuse est bien plus précieuse que tous les applaudissements du monde, car elle ne dépend que de toi. Elle devient ta récompense intrinsèque, ton moteur invisible. Les gens remarquent inconsciemment ceux qui vivent avec cette intégrité. Même s'ils ne peuvent pas toujours l'exprimer, ils ressentent cette qualité rare et commencent à te traiter différemment. Sans que tu aies à le demander, on te fera naturellement plus confiance, on te confiera des responsabilités plus grandes. Non parce que tu cherches à impressionner, mais précisément parce que tu ne le fais pas. Cette authenticité sans effort devient ton empreinte unique, ta marque de fabrique dans toutes tes relations. Il existe un test infaillible pour savoir si une valeur est vraiment tienne. Imagine la vivre dans le secret absolu, sans que personne ne sache jamais que tu l'as honorée. Si tu peux encore tenir joyeusement, c'est qu'elle fait partie de ton essence. Sinon, ce n'était peut-être qu'une posture sociale déguisée en vertu. Le stoïcisme véritable ne se pratique pas pour la galerie, mais dans l'intimité de tes choix les plus privés. C'est là que se forge le caractère authentique, loin des regards approbateurs. Quand tu es tenté de dévier de tes principes, utilise cette technique stoïcienne puissante. Projette-toi sur ton lit de mort et regarde en arrière ce choix que tu t'apprêtes à faire. Te sentiras-tu fier de cette décision dans ce moment ultime de vérité ? Cette perspective radicale balaie instantanément les justifications éphémères et révèle l'essentiel. La plupart de nos compromis semblent soudain dérisoires à la lumière de cette question simple mais profonde. L'intégrité a un effet secondaire inattendu. Elle simplifie radicalement ta vie. Plus besoin de maintenir des versions différentes de toi-même selon les contextes, plus besoin de te souvenir à qui tu as dit quoi. Tu deviens transparent, littéralement sans pli, comme un tissu qu'on ne peut froisser. Cette simplicité intérieure crée un espace mental immense où l'énergie autrefois gaspillée en calculs sociaux peut être redirigée vers des créations et des relations plus riches. Les valeurs ne sont pas des chaînes qui entravent, mais des racines qui permettent de grandir plus haut. Comme un arbre bien enraciné peut s'élever vers le ciel sans craindre le vent, une personne ancrée dans ses principes peut s'aventurer plus loin et prendre plus de risques créatifs. Paradoxalement, c'est cette fermeté intérieure qui permet la plus grande flexibilité extérieure, car tu sais que quoi qu'il arrive, tu ne perdras pas ton or. Enfin, souviens-toi que vivre selon ces valeurs est un acte révolutionnaire dans un monde obsédé par les apparences. Chaque fois que tu refuses de jouer le jeu social des faux-semblants, tu contribues à élever discrètement la norme. Ton exemple silencieux devient un cadeau pour ceux qui observent et cherchent courage à être eux-mêmes. Ainsi, sans prêcher ni convaincre, tu participes à créer un monde où l'authenticité redevient possible. Et c'est là peut-être le plus beau fruit de l'intégrité stoïque. Leçon 8. La solitude est une épreuve de puissance mentale. La solitude est le miroir le plus honnête qui soit. Elle ne ment jamais, ne flatte pas, ne détourne pas le regard. Quand tu es seul face à toi-même, sans écran, sans distraction, sans masques sociaux, c'est là que tu découvres ta véritable nature.
Le stoïcisme considère cette capacité à être seul comme l'un des tests ultimes de maturité émotionnelle. Si tu fuis constamment ta propre compagnie, que dis-tu de toi-même sans le dire? Apprivoiser la solitude, c'est comme apprendre à marcher sur un fil. Au début, c'est inconfortable, on a peur de tomber, on cherche désespérément un point d'appui extérieur. Puis vient le moment où tu trouves ton équilibre intérieur, où chaque pas devient plus assuré. Ce n'est pas de l'isolement, mais une reconquête de ton territoire mental. Plus tu deviens à l'aise dans ce silence, moins tu dépends des bruits du monde pour te sentir exister. La société moderne a fait de la solitude un ennemi à éviter à tout prix. Nous avons inventé 1000 façons de nous en distraire. Notifications incessantes, contenu en flux continu, interactions superficielles. Pourtant, c'est précisément dans ces moments seuls que germe la vraie créativité, que se consolide la clarté d'esprit. Les grands penseurs stoïciens s'imposaient régulièrement des retraits volontaires, non par misanthropie, mais par conscience que c'est dans le calme que l'âme trouve son juste tonus. Pratique ceci. Commence par de courtes périodes de solitude délibérée. 15 minutes par jour sans stimulus extérieur, juste toi et tes pensées. Observe comme ton esprit résiste au début, cherchant frénétiquement quelque chose à quoi s'accrocher. Puis, progressivement, il se calme, comme une mer agitée qui retrouve son niveau. C'est dans cet espace que tu entends enfin ta voix intérieure, celle que le bruit du monde couvre habituellement. L'autonomie émotionnelle que tu développes ainsi dérange parce qu'elle te rend immunisé contre les manipulations courantes. Quand tu n'as plus peur d'être seul, tu ne restes plus dans des relations toxiques par besoin. Quand tu es à l'aise avec toi-même, tu ne cherches plus à acheter l'affection des autres. Cette indépendance intérieure te donne une liberté que peu connaissent. Le pouvoir de choisir tes relations, non par nécessité, mais par authenticité. Les premiers temps, cette solitude peut être inconfortable, car elle met face à des vérités qu'on préfère éviter. Mais comme un muscle qui se renforce à l'effort, ta capacité à être seul grandit avec la pratique. Bientôt, ces moments deviendront des oasis où tu te reconnectes à l'essentiel. Tu découvriras que la solitude bien vécue n'est pas un vide à combler, mais un espace à habiter pleinement. Le stoïcisme nous enseigne que c'est seulement quand on craint de se retrouver seul avec soi-même qu'on est vraiment seul. Celui qui a fait la paix avec sa propre compagnie ne connaît jamais la solitude, seulement des moments choisis de retrait. Il porte en lui une présence qui ne le quitte pas, la sienne. Cette autosuffisance psychologique est la base d'une vie équilibrée. Fais l'expérience. Passe une journée entière sans contact humain, sans divertissement numérique, sans occupation compulsive. Juste toi, un carnet et tes pensées. Ce qui émergera de cette journée t'étonnera, des idées enfouies, des clarifications soudaines, une étrange sensation de plénitude. Ce n'est pas de la solitude, c'est une rencontre longtemps différée avec la personne la plus importante de ta vie, toi-même. Quand tu auras maîtrisé cet art d'être seul, tu découvriras son paradoxe. Plus tu es à l'aise dans la solitude, plus tes relations avec les autres deviennent riches et authentiques. Car tu ne viens plus à eux par besoin, mais par choix. Cette liberté intérieure est contagieuse. Elle inspire les autres à chercher la leur. Ainsi, ta solitude bien vécue devient paradoxalement un cadeau pour ton entourage. La vraie solitude n'est pas l'absence d'autrui, mais la présence intégrale de soi. C'est dans ce face-à-face sans phare que tu découvres tes ressources insoupçonnées, que tu forges cette autonomie qui te rend à la fois plus fort et plus humain. Le monde a peur des solitaires, car il ne comprend pas que c'est souvent dans le silence qu'on trouve les réponses aux questions les plus bruyantes. La solitude bien vécue est comparable à un laboratoire d'alchimie intérieure où se transforment nos peurs et nos faiblesses en forces tranquilles. Dans ces moments où tu n'es plus défini par tes relations sociales ou tes rôles professionnels, tu découvres ton essence nue, dépouillée de tous les costumes que le monde t'a fait porter. Cette rencontre avec toi-même peut être déstabilisante au début, comme lorsqu'après des années dans le bruit, on redécouvre le silence. Mais c'est précisément dans ce vide apparent que se tissent les fils de ta véritable autonomie psychologique. Les grands créateurs et penseurs à travers l'histoire ont toujours su cultiver ces oasis de solitude féconde, ces déserts où jaillissent les sources les plus pures de l'inspiration. La peur de la solitude est souvent le masque d'une peur plus profonde.
celle de se confronter à ses propres contradictions, à ses zones d'ombre, à ces parts de nous que nous avons appris à cacher même à nous-mêmes. Pourtant, c'est seulement en traversant courageusement ce territoire intérieur que l'on peut prétendre à une véritable liberté émotionnelle. Les stoïciens pratiquaient régulièrement ce qu'ils appelaient la préparation à la solitude, s'entraînant à envisager la perte de tous leurs biens et relations pour mieux apprécier ce qui ne peut leur être enlevé, leur intégrité intérieure. Cette pratique radicale n'était pas morbide, mais au contraire libératrice, car elle révélait la partie indestructible de l'être. Dans notre ère hyperconnectée, la capacité à supporter la solitude est devenue un super-pouvoir discret. Alors que la plupart courent après les notifications et les likes comme autant de preuves éphémères d'existence, ceux qui ont apprivoisé la solitude jouissent d'une indépendance rare. Ils ne sont plus les marionnettes des algorithmes conçus pour capter leur attention, ni des relations de dépendance affective. Leur temps et leur énergie mentale sont préservés pour ce qui compte vraiment. Cette autonomie n'est pas donnée. Elle se conquiert jour après jour par la pratique délibérée de moments de retrait, comme un athlète s'entraîne pour développer ses muscles les plus profonds. Il existe une différence cruciale entre solitude choisie et isolement subi. La première est une puissance active, un acte de souveraineté sur son espace mental. La seconde est une souffrance passive, une absence non désirée de connexion. Le secret stoïcien consiste à transformer toute solitude imposée en opportunité de croissance, à faire de chaque moment seul un exercice de connaissance de soi. Ainsi, même les périodes d'isolement involontaire peuvent devenir des tremplins vers une plus grande maturité intérieure. C'est cette alchimie qui distingue les esprits véritablement libres de ceux qui ne font que jouer à l'être. La pratique régulière de la solitude développe une qualité précieuse, la capacité à être pleinement présent à soi-même sans fuite ni diversion. Dans cet état rare, les pensées deviennent plus claires, les émotions plus transparentes, les décisions plus alignées avec nos valeurs profondes. C'est comme si l'esprit, libéré du bruit constant des sollicitations extérieures, pouvait enfin fonctionner à son potentiel maximum. Les grands leaders et artistes le savent bien. Leurs meilleures idées, leurs solutions les plus créatives naissent souvent dans ces moments de retrait où l'esprit peut enfin se déployer sans contrainte. La solitude bien dosée agit comme un révélateur de nos attachements excessifs et de nos dépendances psychologiques. Quand tu t'autorises à être seul sans distraction, toutes les choses dont tu dépends trop deviennent évidentes. Le besoin constant de vérifier ton téléphone, l'envie irrépressible de partager chaque pensée sur les réseaux, l'anxiété face au silence. Ces petits symptômes sont autant d'indices sur les chaînes invisibles qui entravent ta liberté intérieure. Les identifier clairement est le premier pas vers leur dissolution progressive, vers cette autonomie émotionnelle qui caractérise les esprits véritablement matures. Dans les traditions philosophiques anciennes, la solitude était considérée comme un passage obligé vers la sagesse. Les ermites, les moines, les philosophes retirés du monde n'étaient pas des fuyards, mais des explorateurs courageux des territoires intérieurs. Ils avaient compris que c'est seulement dans le creuset de la solitude que se purifient nos motivations, que s'affinent nos jugements, que se clarifient nos véritables aspirations. Le monde moderne, avec son culte de l'extraversion et de l'hyperconnexion, a presque fait oublier cette vérité millénaire. On ne peut entendre sa propre voix intérieure dans le vacarme permanent des sollicitations externes. La pratique délibérée de la solitude développe une forme particulière de courage. Celui de faire face à l'existence sans filet de sécurité émotionnelle, sans échappatoire facile. Ce courage tranquille se remarque dans la manière d'être au monde, moins réactive, moins dépendante des validations externes, plus ancrée dans une certitude intime. Les personnes qui ont traversé et apprivoisé leurs solitudes intérieures portent cette qualité particulière qui les rend à la fois accessibles et insaisissables, présentes au monde tout en demeurant fidèles à elles-mêmes. C'est cette tension féconde entre engagement et indépendance qui caractérise les personnalités les plus accomplies. Le paradoxe ultime de la solitude bien vécue est qu'elle te rend paradoxalement plus présent aux autres. Lorsque tu as fait la paix avec ta propre compagnie, tes relations cessent d'être des bouées de sauvetage pour devenir des choix délibérés. Tu peux écouter vraiment, sans l'anxiété de devoir plaire ou impressionner. Tu peux t'aimer librement, sans la peur d'être abandonné. Cette qualité de présence est peut-être le cadeau le plus précieux que tu puisses offrir à ton entourage.
Et il n'est toujours de cette capacité préalable à être pleinement présent à toi-même dans le silence et la solitude. Leçon 9. Reprogramme ton système de récompense. Notre cerveau a été conditionné comme un chien de Pavlov à saliver au son des notifications et des compliments. Chaque like, chaque regard approbateur, chaque mot de validation active nos circuits de dopamine comme une machine à sous. Mais le stoïcisme nous propose une révolution intérieure, déplacer la source de nos récompenses de l'extérieur vers l'intérieur. Imagine pouvoir ressentir cette satisfaction profonde simplement en sachant que tu as agi selon tes principes, même si personne ne te félicite. Commence par observer tes propres réflexes de quête d'approbation. Combien de fois par jour vérifies-tu inconsciemment ton téléphone pour voir si quelqu'un a réagi à ton message? À quel point ton humeur fluctue-t-elle en fonction des feedbacks que tu reçois? Ces petits gestes apparemment anodins sont les symptômes d'une dépendance subtile mais puissante. La première étape vers la liberté consiste simplement à prendre conscience de ces mécanismes, comme un scientifique observerait des phénomènes sans jugement. Le secret pour reprogrammer ton système de récompense réside dans ce que les neuroscientifiques appellent la boucle de récompense intrinsèque. Chaque fois que tu accomplis quelque chose d'important pour toi, prends quelques secondes pour savoir consciemment cette satisfaction. Ferme les yeux et ressens cette chaleur intérieure qui n'a besoin d'aucun témoin extérieur. Au début, cela peut sembler artificiel, mais avec la répétition, ton cerveau commencera à libérer de la dopamine en réponse à tes propres standards plutôt qu'à ceux des autres. Crée des rituels de célébration personnelle. Quand tu termines une tâche difficile ou que tu résistes à la tentation de compromettre tes valeurs, marque le coup d'une manière symbolique. Une note dans ton journal, une marche méditative, un moment de gratitude silencieuse. Ces petits actes semblent insignifiants, mais ils envoient un message puissant à ton subconscient. Ce qui compte, c'est mon propre jugement, pas celui des autres. Peu à peu, tu développeras une boussole interne bien plus fiable que les applaudissements changeants du monde extérieur. Les valeurs profondes sont comme des étoiles polaires. Elles ne brillent pas pour être admirées, mais pour guider. Quand tu prends une décision alignée avec tes principes, même si elle est incomprise, ressens cette satisfaction particulière d'avoir été fidèle à toi-même. C'est une joie différente des plaisirs superficiels. Plus calme, plus durable, moins dépendante des circonstances. Les stoïciens appelaient cela l'eudémonia, ce contentement profond qui vient du sentiment de vivre en accord avec sa nature véritable. L'un des exercices les plus puissants consiste à faire délibérément de bonnes actions dans l'anonymat le plus total. Aide quelqu'un sans que personne ne le sache, accomplis une tâche difficile sans en parler, donne sans attendre de reconnaissance. Ces expériences te révèlent une vérité libératrice. La vraie récompense est dans l'acte lui-même, non dans sa reconnaissance sociale. Tu découvres alors le plaisir pur de faire ce qui est juste, indépendamment des conséquences externes. Quand tu te surprends à chercher de la validation extérieure, utilise cette question stoïcienne comme antidote. Si j'étais le dernier être humain sur Terre, est-ce que cela aurait encore de l'importance pour moi? Cette pensée radicale te ramène à l'essentiel, filtrant ce qui relève de tes valeurs authentiques et ce qui n'est qu'habitude sociale. Beaucoup de nos quêtes effrénées s'évaporent sous le regard de cette question, révélant leur futilité. Ton cerveau est malléable. C'est à la fois le problème et la solution. Les mêmes mécanismes qui t'ont conditionné à dépendre des récompenses externes peuvent être réorientés vers des satisfactions plus profondes. Comme un musicien qui au début joue pour les applaudissements puis découvre peu à peu la joie intrinsèque de la musique elle-même, tu peux rééduquer tes circuits neuronaux à trouver du plaisir dans le processus plutôt que dans la reconnaissance. La véritable autonomie émotionnelle commence quand tes états internes ne sont plus les marionnettes des réactions externes. Imagine la liberté de pouvoir travailler sur un projet pendant des mois simplement parce qu'il te passionne, sans besoin de partager chaque étape. La sérénité de prendre des décisions difficiles en étant parfaitement à l'aise avec le fait qu'elles ne seront pas comprises. Cette indépendance psychologique est le fruit d'une longue reprogrammation, mais chaque petit pas compte. Le paradoxe ultime, plus tu cesses de chercher activement l'approbation, plus tu deviens capable de recevoir les compliments et critiques avec une égale sérénité. Non parce que tu n'y accordes aucune importance, mais parce qu'ils ne définissent plus qui tu es.
Tu peux alors apprécier les retours positifs comme des cadeaux gracieux plutôt que comme des besoins vitaux. Et c'est dans cet équilibre que réside la véritable force stoïque, la capacité de vivre selon ses propres mesures tout en restant ouvert au monde. La quête d'approbation est comme marcher sur un tapis roulant qui va dans la direction opposée. Plus tu cours après, plus tu t'épuises sans jamais vraiment avancer. Le stoïcisme nous enseigne à descendre de ce tapis roulant épuisant pour marcher sur la terre ferme de nos propres valeurs. Imagine le soulagement quand tu cesses de mesurer ta valeur à l'aune des réactions d'autrui, quand tu découvres cet espace intérieur où tu es déjà complet, sans besoin de validation externe. Cette liberté ne s'obtient pas du jour au lendemain, mais chaque fois que tu choisis ton propre jugement plutôt que celui des autres, tu construis cette forteresse intérieure. Les anciens stoïciens pratiquaient l'exercice délibéré de faire des choses impopulaires mais justes, s'entraînant ainsi à préférer leur intégrité à l'approbation sociale. Nous pouvons appliquer cette sagesse dans notre vie moderne en commençant par de petits actes délibérés d'indépendance psychologique. Ton cerveau est comme un jardin. Ce que tu y plantes détermine ce qui y pousse. Si tu nourris constamment ton besoin de validation extérieure, cette plante deviendra envahissante, étouffant toutes les autres. Mais si tu arroses régulièrement les graines de l'accomplissement personnel, tu verras fleurir une satisfaction bien plus profonde et durable. La neuroplasticité nous apprend que chaque fois que tu résistes à un réflexe de quête d'approbation pour te tourner vers ta boussole intérieure, tu renforces littéralement de nouveaux circuits neuronaux. Avec le temps, ces nouveaux chemins deviennent des autoroutes, rendant le comportement vertueux de plus en plus naturel. C'est ainsi que se crée ce que les philosophes antiques appelaient un second nature, une manière d'être tellement ancrée qu'elle semble innée. Les réseaux sociaux ont exacerbé notre dépendance aux récompenses externes en créant des boucles de feedback instantanées artificiellement gratifiantes. Mais voici l'ironie. Plus tu poursuis ces petites doses de dopamine à travers les likes et les commentaires, plus tu affaiblis ta capacité à ressentir des satisfactions plus profondes. C'est comme se nourrir exclusivement de sucreries jusqu'à ne plus apprécier les saveurs subtiles d'un repas équilibré. La désintoxication commence par des périodes délibérées sans recherche de validation numérique, d'abord 1 heure, puis 1 journée, puis 1 semaine. Tu découvriras avec étonnement que le monde continue de tourner même sans ta participation constante et que ta valeur intrinsèque, elle, demeure intacte. La peur du rejet et la soif d'approbation sont les deux faces d'une même pièce psychologique. Les stoïciens proposaient un remède radical: pratiquer délibérément le rejet pour s'y immuniser. Cela peut commencer par des petits gestes comme exprimer une opinion impopulaire dans une conversation anodine, ou dire non à une invitation sans donner d'excuses. Chaque fois que tu survives à un rejet sans effondrement, tu renforces ta confiance en ta propre boussole morale. Bientôt, tu réaliseras que ce que tu prenais pour des besoins vitaux, être aimé, approuvé, validé, n'étaient en fait que des préférences agréables mais non essentielles. Cette réalisation est plus libératrice que tu ne peux l'imaginer. L'alignement avec tes valeurs produit une satisfaction d'une qualité totalement différente des plaisirs superficiels de l'approbation sociale. C'est la différence entre la lueur vacillante d'une bougie et la lumière constante du soleil. Quand tu agis selon tes principes, même dans les petites choses, tu ressens cette chaleur intérieure qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Les stoïciens appelaient cela la joie stoïque, non pas une euphorie passagère, mais un contentement profond et durable qui accompagne la conscience d'avoir été fidèle à soi-même. Cette joie silencieuse devient ton carburant intérieur, bien plus puissant que toutes les validations externes réunies. Le besoin d'approbation est souvent le vestige de nos mécanismes de survie ancestraux. Dans les tribus primitives, l'exclusion équivalait à une condamnation à mort. Mais dans notre monde moderne, cette peur est largement disproportionnée. Un exercice puissant consiste à imaginer le pire scénario social que tu redoutes, être rejeté, moqué, ignoré, puis à réaliser que tu survivrais parfaitement à ces situations. En confrontant délibérément ces peurs dans ton imagination, tu les désamorces dans la réalité. Tu découvres alors que ton estime de soi peut devenir une forteresse imprenable, indépendante des caprices de l'opinion d'autrui. La véritable maturité émotionnelle se mesure à ta capacité à différer la gratification, à choisir la satisfaction à long terme plutôt que le plaisir immédiat.
Dans le domaine des récompenses psychologiques, cela signifie préférer le lent accomplissement de tes objectifs personnels aux applaudissements instantanés. Comme un vigneron qui sait attendre des années avant de déguster son vin, tu développes le goût pour ces satisfactions profondes qui ne peuvent être précipitées. Chaque fois que tu résistes à la tentation de chercher une validation facile pour te concentrer sur ton travail silencieux, tu renforces cette discipline qui est la marque des esprits véritablement libres. Les personnes qui ont transcendé le besoin d'approbation possèdent une qualité particulière qui les rend immédiatement reconnaissables. Il y a dans leur manière d'être une sorte de complétude tranquille, une absence de cette faim insatiable qui caractérise ceux qui cherchent constamment à être validés. Paradoxalement, ce sont souvent ces personnes indépendantes psychologiquement qui attirent le plus de respect et d'admiration authentique. Non parce qu'elles le cherchent, mais précisément parce qu'elles n'en ont pas besoin. Cette apparente contradiction est au cœur de la sagesse stoïcienne. En cessant de poursuivre certaines choses, elles viennent souvent à nous sans effort. Ta valeur intrinsèque est comme le soleil. Elle existe indépendamment du fait que les nuages la cachent parfois à la vue. Les compliments ne la créent pas plus que les critiques ne la diminuent. Ils ne font que révéler la perception fluctuante des autres, pas ta réalité fondamentale. Plus tu t'ancres dans cette conviction, moins tu deviens réactif aux jugements externes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Tu peux alors recevoir les feedbacks avec discernement, les considérant quand ils sont utiles, les laissant passer quand ils ne le sont pas, sans que ton estime personnelle en soit ébranlée. C'est cette stabilité intérieure qui constitue le véritable pouvoir. La reprogrammation de ton système de récompense est peut-être le travail le plus important que tu puisses entreprendre pour ta liberté psychologique. Comme tout changement profond, il commence par de petites actions quotidiennes. Résister à l'envie de partager chaque accomplissement, trouver de la satisfaction dans le processus plutôt que dans le résultat, célébrer silencieusement tes victoires personnelles. Avec le temps, tu découvriras que le plus grand plaisir ne vient pas d'être approuvé par les autres, mais de t'approuver toi-même, non pas dans une complaisance égoïste, mais dans la reconnaissance tranquille que tu vis de plus en plus aligné avec ce que tu es vraiment. Et cela, aucun like ni compliment ne pourra jamais l'égaler. Leçon 10. Accepter la mort comme une certitude te libère de la peur et de la procrastination émotionnelle. La mort n'est pas un échec de la vie, mais son accomplissement naturel. Cette simple vérité que nous passons notre temps à fuir contient pourtant la clé de notre plus grande liberté. Imagine regarder en face cette certitude absolue. Un jour, ton cœur cessera de battre, tes projets s'arrêteront net, ton histoire sera terminée. Plutôt que de t'angoisser, cette confrontation radicale peut devenir ton moteur le plus puissant. Le stoïcisme ne voit pas dans la mort une menace, mais un rappel constant à vivre pleinement chaque instant qui nous est donné. Nous vivons comme si nous étions immortels, remettant à demain ce qui nous tient vraiment à cœur, gaspillant nos jours dans des futilités. Pourtant, c'est précisément la conscience aiguë de notre finitude qui peut nous réveiller de cette torpeur. Les stoïciens pratiquaient la memento mori, le souvenir constant de la mort, non par morbidité, mais comme un antidote à la procrastination existentielle. Quand tu réalises que ton temps est compté, chaque choix prend soudain une urgence et une clarté nouvelle. Les banalités perdent leur emprise, l'essentiel émerge avec force. La peur de la mort se cache derrière la plupart de nos angoisses quotidiennes. Peur de l'échec, du rejet, du changement. Nous fuyons ces expériences comme si elles étaient des menaces mortelles, alors qu'en vérité, c'est notre tentative désespérée de nier notre condition mortelle qui nous paralyse. Celui qui a fait la paix avec sa propre finitude devient invulnérable à ses peurs secondaires. Il peut échouer, être rejeté, tout perdre, car il sait que la seule véritable fin, la mort, est de toute façon inévitable. Cette acceptation radicale libère une audace et une authenticité rares. Pratique cet exercice stoïcien puissant. Chaque matin, visualise ta journée comme si c'était la dernière qui t'était accordée. Non pas pour sombrer dans la tristesse, mais pour en extraire l'essence pure. Quelle conversation aurais-tu? Quelle tâche insignifiante laisserais-tu tomber? À qui dirais-tu ton affection? Cette perspective te révèle instantanément tes véritables priorités. Puis, vis ta journée non dans l'urgence anxieuse, mais avec cette intensité paisible de celui qui sait le prix infini du moment présent.
La conscience de la mort agit comme un filtre à bullshit existentiel. Combien de nos conflits, de nos rancunes, de nos hésitations semblent ridicules à la lumière de cette évidence. Nous avons si peu de temps, pourquoi le gaspiller en futilité? Les personnes qui ont frôlé la mort rapportent souvent cette même prise de conscience. Soudain, elles voient avec une clarté aveuglante ce qui compte vraiment. Le génie du stoïcisme est de nous proposer cette lucidité sans avoir à attendre un diagnostic tragique. Nous pouvons choisir de nous réveiller maintenant, aujourd'hui, par un acte délibéré de conscience. Ta relation à la mort détermine ton rapport au pouvoir. Celui qui craint par-dessus tout de mourir devient facilement manipulable. On peut le menacer, le faire courir après des sécurités illusoires, l'embarquer dans des combats qui ne sont pas les siens. Mais celui qui a intégré sa mortalité devient imprévisible et donc invulnérable aux manipulations courantes. Il peut prendre des risques calculés, défendre ses convictions sans peur, vivre selon ses termes. Cette liberté intérieure se ressent dans sa présence, une stabilité qui impose naturellement le respect. La procrastination n'est souvent qu'une tentative de fuir notre condition temporelle. Nous remettons à plus tard nos rêves, comme si nous avions une éternité devant nous. La memento mori stoïcienne est l'antidote à cette illusion. Imagine-toi sur ton lit de mort, regardant en arrière sur ta vie actuelle. Quels regrets vois-tu se profiler? Ces projets toujours reportés, ces vérités jamais dites, ces passions négligées? Maintenant, retourne à ton présent et agis pour que ce futur toi-même n'ait pas ces regrets. Ce n'est pas de la peur qui doit te motiver, mais l'amour de la vie que la conscience de sa finitude rend plus précieuse encore. La mort n'enlève rien à notre existence, elle lui donne au contraire son sens et son urgence. Comme le cadre d'un tableau qui délimite l'œuvre et permet à son contenu de ressortir, notre finitude donne à nos choix leur poids et leur valeur. Un amour qui durerait éternellement n'aurait pas la même intensité qu'un amour qui sait être limité dans le temps. Tes projets, tes créations, tes relations prennent une profondeur nouvelle quand tu les vis avec la conscience qu'ils sont éphémères. C'est ce paradoxe que les grands stoïciens avaient compris. Accepter pleinement sa mortalité, c'est apprendre à vivre vraiment. Fais ce test. Écris ta propre épitaphe, celle qui résumerait idéalement ta vie telle que tu aimerais qu'elle soit. Puis regarde l'écart entre ces mots et ta réalité actuelle. Cet exercice n'est pas morbide. C'est un outil de clarification puissant. Maintenant, prends une de ces actions que ton épitaphe idéal suggère et fais-la aujourd'hui, aussi petite soit-elle. Ainsi, jour après jour, tu réduiras l'écart entre la vie que tu as et la vie que tu pourrais avoir. La mort devient alors non plus ton ennemi, mais ton allié la plus précieuse, celle qui te rappelle sans cesse à l'ordre de l'essentiel. Le plus grand pouvoir de la memento mori est peut-être de nous révéler que nous sommes déjà en train de mourir, non pas dans un futur lointain, mais maintenant, à chaque instant qui passe. Cette réalisation devrait nous terrifier, mais elle peut au contraire nous libérer. Car si la mort est déjà là, dans chaque expiration, alors la vie aussi est ici, dans chaque inspiration. Tu n'as pas à attendre un hypothétique futur pour commencer à exister pleinement. Cet instant même, avec toutes ses limites et ses possibilités, est déjà ton éternité en acte. Et c'est cette conscience aiguë qui fait de chaque journée ordinaire une aventure extraordinaire.